C'est a cappella comme Sebs, tu connais le concept, tu vas au concert, moi je me fais des biceps, yeah. Robert Lalonde, la reconstruction du paradis. Je filais alone, puis je l'ai lu lundi. J'avais une petite grippe, j'avais les sinus percés. Je filais tellement mal, ma copine m'a percé. Yeah. What's up? What's up tout le monde? Mon nom est Maxime Ouellet. Vous écoutez un shit qui existe. Je perds pas trop mon temps avec un intro parce que sinon je vais me mettre à rapper, à parler d'acapella puis de Sebs. Puis là je vais me sentir comme un intimidateur du YouTube gang québécois. Donc, that's what up. La musique d'intro commence à Drella. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Nous longeons la rivière. Sa main se glace au miroir sépia où le soleil mourant file telle une lente comète. Puis, c'est l'infinie neige azurite percée de roseaux touffus comme queue de renard. La lueur verte des réverbères allume soudain la route qui adopte l'allure de ruisseau tout juste pris de gel. Les pylônes figurent de géants Inukshuk lançant des signaux cabalistiques au ciel du violet de l'oreille de la conque. La nuit descend doucement, éteignant la fugitive magnificence. À la radio, une voix inconnue chante « Ne tuons pas la beauté du monde ». C'est à ça qu'il faut que vous vous attendiez si vous allez lire Robert Lalonde, La reconstruction du paradis. Je pense que vous vous en êtes rendu compte par ma manière de délivrer son texte que j'ai détesté La reconstruction du paradis de Robert Lalonde. Une écriture beaucoup trop descriptive. Des descriptions qui justement parfois ne font même pas de sens tellement il y a une attention à vouloir décrire. Je veux dire, pas besoin, je comprends la figure de style de me dire que les glaciers coulent sur la neige puis que ça fait une comparaison avec l'absinthe et que par conséquent, Monsieur Lalonde, vous décidez de dire que la neige est de couleur absinthe, mais pour moi, ça m'apparaît complètement stupide de penser que la neige peut être de couleur absinthe. Et c'est ce genre de choses-là, ce genre d'écriture-là qui est tellement prétentieuse, qui prend le lecteur pour un imbécile. J'ai vraiment détesté ça. J'aurais aimé, mais non, honnêtement, c'est vraiment pourri. Pour les raisons en fait que je vous ai nommées, mais également parce qu'on sent que justement Robert Lalonde tente de nous montrer qu'il est intelligent. Il nous fait une littérature qui est pleine de références, ce qui est pas mauvais en soi, mais quand les références prennent plus de place que le texte lui-même, ça devient très mauvais, ça devient lourd rapidement. Puis je trouve ça plate parce qu'il est même mentionné par Robert Lalonde à un certain moment dans le livre que son éditeur trouve qu'il fait trop de références. Je sais pas. Peut-être que ça pourrait valoir la peine d'écouter les gens qui vous entourent, Monsieur Lalonde, parce qu'honnêtement, ce que vous faites, c'est lourd, c'est très prétentieux. Ça m'apparaît comme étant une littérature de self-suckness. Ça se dit-tu? En tout cas. Ça m'apparaît comme une littérature d'un homme qui veut s'auto-sucer, puis c'est pas très plaisant honnêtement, c'est une lecture qui est vraiment longue, lourde, pesante. On parle d'un roman de 180 pages approximativement, écrit très gros, et j'ai tellement détesté en fait que je vais même me permettre pour la première fois de me lever de ma chaise pour vous montrer à quel point c'est gros, que vous compreniez mon prochain commentaire. Fait que 180 pages écrit gros comme ça, et puis pourtant ça reste un des livres qui m'a pris le plus de temps à lire parce que justement c'est trop lourd, c'est trop prétentieux. Le passage que je vous ai lu montre beaucoup cet aspect-là justement de description, montre également en fait l'idée que Robert Lalonde a de faire des références qui sont très subtiles. Donc une référence ici à une chanson québécoise qui reprend en fait les mots d'Huguette Gaulin, une poétesse qui s'était immolée devant le Parlement québécois en disant vous avez tué la beauté du monde, ce qui est une histoire complètement triste. J'avais d'ailleurs acheté le livre lecture en vélocipède de Huguette Gaulin pour vous parler de cette femme, de cette poétesse là, mais
En fait, je pensais vous parler de son histoire dans son segment à elle, mais par ce petit clin d'œil que Robert Lalonde lui fait ici, je trouvais que c'était une belle façon en fait de venir montrer que si on connaît pas, on passe à côté, puis si on connaît, bon, on se dit, il me semble que c'est tiré par les cheveux d'aller parler d'elle à ce moment-là. Donc, en gros, honnêtement, c'est vraiment ordinaire, c'est pas très bon. Sauvez-vous un 20$ puis n'allez pas vous acheter La Reconstruction du Paradis de Robert Lalonde. Je vous parle du dernier tome de la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe. Le livre s'appelle Le Troisième Mensonge. Je fais une note là, avant de commencer la description de ce livre-là. Il va y avoir beaucoup de spoils. Donc si jamais ça vous intéresse pas d'entendre ces choses-là parce que vous voulez lire le livre, je vous conseille de passer tout de suite au troisième livre. Pour ceux qui sont familiers avec ma chaîne, vous savez que j'ai adoré Le Grand Cahier, que j'avais bien aimé La Preuve, qui étaient les 2 premiers tomes de la trilogie des jumeaux. Le Troisième Mensonge, en toute honnêteté, c'est le livre qui m'a le moins plu de la gang. C'est un bon livre, mais c'est un livre en fait que je qualifierais de livre bulldozer. C'est un livre en fait qui vient vraiment détruire tout ce qu'on a vu dans les 2 premiers tomes. Tout ce qu'on pensait savoir en fait s'avère faux, ou du moins en grande partie. Ça détruit tout sur son passage. Et malheureusement, en fait, je pense que c'est un peu mélangeant. Ça vient vraiment... En tout cas, c'est un bel exercice, mais honnêtement, moi, ça m'a pris, je veux dire, ça fait une semaine à peu près que j'ai terminé la lecture du roman. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, de concentration, d'essayer de me mettre, en fait, la chronologie en tête, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a le plus de chances d'être vrai, qu'est-ce qui a le plus de chances d'être faux. Parce qu'en fait, ça vient vraiment brasser les cartes, ça vient jouer avec cette idée-là justement de la fiction, à quel point les choses peuvent être fausses, à quel point on peut dire dans une fiction qu'un événement est plus réel ou plus vraisemblable qu'un autre. Je pense qu'il y a une certaine convention quand on lit de la fiction d'accepter ce qui nous est dit. Puis Agatha Christophe en fait vient briser cette convention-là avec Le Troisième Mensonge. Il y a d'ailleurs à la page 48-49 un passage qui est incroyable quand on prend en considération ce qui a été dit dans le Grand Cahier. En fait, je vous rappelle que dans le Grand Cahier, les jumeaux nous disaient que tout ce qui avait été écrit dans le livre était des faits véridiques et qu'il n'y avait pas d'émotion en fait. Puis à la page 48-49, on a un des 2 jumeaux qui revient sur les événements et qui dit « Ainsi, j'ai pu acheter des feuilles de papier, un crayon, une gomme et un grand cahier dans lequel je notais mes premiers mensonges. » J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Tout d'abord, on vient remettre en fait en question l'idée que tout était vrai. Deuxièmement, la présence du je et non du nous vient en fait accentuer cette idée qu'on avait dans la preuve que potentiellement il n'y avait qu'un jumeau. Qu'on a la confirmation en fait dans le troisième mensonge qu'il y a bel et bien 2 jumeaux. Par contre, ce qu'Agatha Christophe vient nous apprendre, c'est que les 2 jumeaux ont pratiquement passé leur vie l'un sans l'autre. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans la famille de Klaus et de Lucas, il y avait des tensions entre la mère et le père à cause d'une amante du père. Le père s'est fait tirer dessus par la mère. Et dans les événements, en fait, Lucas a reçu un ricochet, une balle lui a pénétré le dos et l'a atteint à la colonne vertébrale, ce qui l'a rendu handicapé. Et par la suite, il a dû en fait être hospitalisé. Sa mère également a été hospitalisée à cause de ce qu'on considérait comme étant des troubles psychiatriques. Et à la suite de cette hospitalisation-là, en fait, les jumeaux ont été séparés. Lucas s'est retrouvé dans un centre de réadaptation qui a été bombardé pendant la guerre. Lucas a réussi à survivre à ce bombardement-là, mais malheureusement, il n'y avait aucune preuve du fait qu'il avait survécu. Klaus, quant à lui, s'est retrouvé chez Antonia. Antonia qui était l'amante de son père, qui l'a élevé comme un fils. Et il a fait ses recherches en fait pour savoir si Lucas était toujours vivant. Il a malheureusement pas eu de réponse. Il croyait que son frère était mort. Ce qui a fait en sorte que Klaus a vécu sa vie en se disant qu'il n'avait pas de frère. Et il est devenu écrivain par la suite. Il a adopté le nom de Lucas. Il se faisait appeler Klaus Lucas. Et de son côté, lui, Lucas a voulu repasser la frontière à un certain moment et il a dû changer de nom. Il s'est fait appeler Klaus. Il a fait croire qu'il avait 3 ans de plus qu'il avait en réalité. Ce qui a fait
que lorsque Klaus et Lucas se rencontrent des années plus tard, les papiers officiels de Lucas l'appellent Klaus. Donc c'est particulier à ce niveau-là parce qu'on a une rencontre en fait entre les deux Klaus. Lucas qui a changé son nom pour le nom de son frère et Klaus qui lui a adopté le nom de son frère comme deuxième nom. Étant donné que Klaus pensait que son frère était décédé, il a décidé en fait comme un mécanisme d'autodéfense de refuser de croire qu'il avait en face de lui son frère. Ce qui est quand même difficile à concevoir parce que je veux dire, son frère a la même apparence que lui. Klaus habite maintenant avec sa mère qui était considérée comme psychiatrique et qui n'attend que le retour de Lucas. Lorsqu'ils se rencontrent, c'est dans la maison familiale alors que la mère dort. Donc Lucas n'aura jamais revu sa mère après avoir reçu un projectile de sa part, ce qui est très triste. Lucas est malade, il l'annonce à Klaus et il annonce également en fait qu'il va être déporté dans le pays voisin étant donné que justement il y avait un visa, mais seulement un visa de touriste, il revenait dans son pays d'origine. Donc à la veille de son départ, Lucas se suicide qui va être annoncé à Klaus le lendemain. Et Klaus en fait vient fermer la trilogie des jumeaux en affirmant que lorsque sa mère sera décédée, il n'aura plus de raison de vivre, il n'aura plus de famille et que par conséquent, il pense opter lui aussi pour cette option-là et il souhaite en fait mourir comme son frère est mort, donc en se tirant sur une voie de chemin de fer. C'est une fin qui est super triste, super noire, mais qui ressemble beaucoup en fait à la plume d'Agatha Christophe. Donc au niveau de la fin, j'ai trouvé que c'était une belle boucle qui venait se fermer. Honnêtement, ça m'a donné des frissons, ça m'a fait pleurer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tout ce qui est l'aspect par contre justement de déconstruction du récit, moi personnellement ça m'a étourdi un peu, ça m'a mélangé. J'ai trouvé que c'était un exercice qui était très ludique, que c'était plaisant en fait d'avoir cette espèce d'énergie-là de déconstruction. Par contre, c'est sûr que j'aurais aimé avoir des réponses plus fixes, vraiment avoir su qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, on peut s'imaginer des moments, mais on peut pas vraiment construire une trame narrative ou événementielle puis dire « Ok, c'est ça qui s'est passé à tel moment ». Donc, il y a beaucoup de doutes qui planent au-dessus de cette trilogie-là. Chose que je trouve intéressante en soi, mais qui en même temps vient un peu me déranger en tant que lecteur. L'alternance en fait de la narration du je et du il est quelque chose d'intéressant aussi parce que justement la preuve nous laisse sur un punch final qui nous laisse croire qu'il n'y a qu'un seul jumeau. Donc Agatha Christophe va jouer longtemps avec ça dans le troisième mensonge. Ça va prendre un bout avant qu'on réalise qu'il y a bel et bien deux jumeaux. Ça c'est quelque chose qui est très bien fait. Honnêtement, tu sais, je veux dire, justement, le travail de déconstruction en soi est vraiment bien fait. C'est juste choquant en tant que lecteur. C'est peut-être pour ça que je dis que j'ai moins apprécié. Mais c'est fait vraiment en finesse, puis honnêtement, tu sais, je veux dire, je pense que ça vaut la peine de lire la trilogie des jumeaux juste pour voir jusqu'où un romancier ou une romancière peut aller. Puis comme je vous ai dit, ça fait une semaine que je l'ai lu, donc les gros points que j'avais à dire, je pense que je les ai dit. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette trilogie-là, surtout le troisième livre qui justement, en fait, est un très bel exercice littéraire. Au niveau du récit, je pense que le premier et le deuxième sont meilleurs. Mais le troisième mensonge, c'est vraiment un exercice ludique, c'est quelque chose de super plaisant. Ça va vous faire remettre en question qu'est-ce qu'exactement est un roman, puis jusqu'où est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut complètement détruire ce qu'on a construit pendant 2 romans juste pour un effet de style ou juste pour le plaisir en fait de jouer avec le lecteur. Je pense que oui. Puis tu sais, je dis que c'est juste ça que ça fait, mais c'est pas exactement ça. Je pense que ça va parler également de notre univers à nous. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à croire la vérité? Jusqu'où est-ce que votre vérité à vous n'est pas un mensonge? Donc c'est toutes des questions qui sont vraiment intéressantes. Je vous conseille la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe, Le troisième mensonge qui est un excellent roman. Je vous parle de Amour, Prozac et autres curiosités de Lucia Etxebarria. Je m'excuse si j'ai scrappé le nom. C'est un livre qui a été écrit au tournant du millénaire en 1999 et on sent vraiment en fait l'énergie qu'on va retrouver
dans la majeure partie des œuvres qui sont issues du 21e siècle. Il y a beaucoup des thèmes en fait du postmodernisme. On va trouver le cynisme habituel, des questions sur les relations interpersonnelles, sur l'individualité, sur la famille. On voit beaucoup en fait le paradoxe entre la montée de l'individualisme et la fin de l'individualité propre, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus une masse uniforme. Vous le remarquez probablement quand vous marchez dans la rue, les gens se ressemblent tous, ont tous le même drip, le même swag, puis ça part en fait justement de cette idée-là qu'on veut donc être unique comme tout le monde, et c'est très dangereux en fait cette idée-là. J'ai trouvé qu'on ressentait beaucoup ça dans Lucia Estebaria, Amour, Prozac et autres curiosités. Il y a cette idée-là en fait qu'on veut vraiment se distinguer, puis qu'en essayant tant que ça de se distinguer, on devient comme tout le monde. J'ai trouvé que ça venait vraiment mettre la table. Il y a également en fait toutes les questions par rapport aux nouvelles technologies. Il y a un des personnages du livre qui travaille en fait dans le domaine de la techno. Donc il y a beaucoup de références à ça. Puis je pense que c'était un concern quand même populaire à l'époque. C'est quelque chose qui nous inquiète encore plus aujourd'hui, certes, mais déjà en 1999, il y avait des questionnements à savoir jusqu'où tout ça allait nous mener. Est-ce qu'on allait simplement devenir une série de chiffres binaires? Est-ce qu'on allait devenir une donnée de plus dans une banque de données? Puis c'est à vous de me répondre, mais je pense qu'on a définitivement la réponse aujourd'hui. Je sais que personnellement, je me sens parfois comme ça, comme une donnée, comme une information de plus à vendre à une agence de publicité. Un cookie. Un petit cookie. C'est quelque chose avec lequel j'apprends à vivre à tous les jours parce que je pense que anciennement ça me dérangeait énormément, ça m'horripilait d'être juste un nombre qu'on vend justement à des agences de publicité pour cibler mes besoins, mes envies. Aujourd'hui, je vous dirais que j'apprends en fait tout simplement à refuser la publicité, à essayer d'en faire complètement abstraction. Après, je suis pas infaillible non plus, mais c'est sûr que des fois ça m'inquiète quand je vois qu'une simple publicité par exemple de I Do peut me mettre l'eau à la bouche, puis j'en parle puis j'ai un petit peu faim en ce moment. Donc c'est sûr que c'est inquiétant, mais je pense que c'est quelque chose avec lequel chaque individu a à apprendre à vivre parce que c'est notre nouvelle réalité. Il n'y aurait pas de divertissement si ce n'était pas de la publicité. Il y aurait rien si ce n'était pas de la publicité. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de nous vendre des produits. Puis là, je passe sur un rant sur la publicité, mais on n'en parle pas dans le livre en soi. C'est vraiment juste que on parle de l'aspect de la technologie. Et ça m'amène vers ça en fait, parce qu'il faut comprendre en fait que cet univers technologique-là, à vrai dire, c'est un univers publicitaire. C'est juste un panneau publicitaire de plus, puis je pense que c'est important de le prendre en considération. Je pense pas que c'était rendu là en 1999, mais on s'en allait tranquillement, pas vite, vers ça. Et comme le personnage en fait de Rosa, on se retrouve à être obsédé par les données, obsédé par les chiffres. Donc l'histoire se déroule en 1995, on suit trois sœurs, Rosa, Anita et Christina. Rosa, Anita et Christina vont chacun s'échanger le rôle de narrateur. Donc il va y avoir des chapitres où Christina parle, d'autres Rosa et d'autres Anita. Et on retrouve vraiment en fait dans ce livre-là l'idée qu'on pouvait retrouver également dans Les Fées ont soif, c'est-à-dire les trois rôles stéréotypés des femmes, donc le rôle de la mère, le rôle de la vierge et le rôle de la pute. Il y a Rosa, une femme d'affaires très sobre, son appartement est tout décoré en noir. C'est une femme en fait qui se concentre sur sa carrière au point d'éviter toute relation personnelle, ce qui fait de elle en fait une femme qui, si je me trompe pas, est littéralement vierge. Il y a Christina en fait qui à plusieurs moments est décrite comme une femme avec la sexualité débridée, une femme qui consomme de l'ecstasy, qui travaille dans des bars, qui a pas peur en fait de s'aligner plusieurs hommes. Et on termine en fait avec Anita. Anita qui est une mère de famille parfaite, une mère au foyer qui se concentre à s'assurer qu'en fait son mari Boria et son enfant Boria Junior vivent dans les conditions les plus favorables. Donc il n'y a pas à dire, cette femme-là endosse le rôle de mère. Cette idée-là des stéréotypes, je la trouvais très intéressante, mais c'est sûr que dans un livre de 300 pages, ça devenait assez redondant. J'ai été très content en fait de voir qu'à la fin du livre,
On venait déconstruire ces stéréotypes-là. Nous montrer en fait que dans chaque femme, il y a les 3 rôles, que les femmes ne sont pas unidimensionnelles. On vient nous montrer également que chacune de ces femmes a des addictions qui lui sont propres. Dans le cas de Tina, je l'ai mentionné, c'est l'ecstasy, également l'héroïne, l'herbe, l'alcool. Pour ce qui est de Rosa, c'est le Prozac. Puis dans le cas d'Anita, en fait, c'est un cocktail de drogue légale, donc elle va alterner entre tranquillisant et euphorisant. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça bien en fait que ce soit pas seulement Christina qui soit pris dans l'étau de la consommation. Puis on va voir à la toute fin que ces 3 personnages-là vont s'émanciper, du moins en grande partie de ces addictions-là. Ce que j'ai trouvé très intéressant également, c'est le traitement qui est fait des relations familiales. On nous parle beaucoup de l'envie de l'autre. Je pense que c'est quelque chose auquel on peut tous relate parce que c'est un peu ça les familles, c'est de se comparer, de se demander qu'est-ce qui me serait arrivé si j'étais né 3 ans plus tôt ou 3 ans plus tard. Personnellement, je sais que c'est quelque chose que je fais, me comparer dans la vie. Donc définitivement, c'est des questions que je me pose parfois. Est-ce que mes parents sont fiers quand ils voient un jeune barbu parler de livres sur Internet? Quand on compare ça à ma soeur, par exemple, qui est inhalothérapeute, qui a des enfants, qui avait déjà une vie stable à mon âge. Puis je pense que c'est très dangereux de faire ça. Je pense que ce que le livre vient nous montrer, c'est que tout le monde se compare. Même si on est dans ce qui semble en apparence être la position la plus favorable, définitivement, il y a des moments où est-ce qu'on va se questionner à savoir si la vie des autres ne nous plairait pas plus. Donc, pour ce qui est du traitement du thème de la famille, j'ai trouvé ça très bien. Je pense que les esprits torturés de ma génération et des générations précédentes, voire suivantes, vont pouvoir beaucoup relate à ce livre-là. On nous parle de Kurt Cobain, Courtney Love, on nous parle de Quentin Tarantino, de Nietzsche, on nous parle de Burroughs, de Kerouac. Donc, c'est tous des noms qu'on connaît, auxquels on est habitué et auxquels on est attaché. Donc, je pense que à ce niveau-là, l'auteur vient nous chercher un peu par les sentiments. Personnellement, je me suis beaucoup attaché au personnage de Christina. Comme je l'ai mentionné, il y avait une alternance des narrateurs et les passages que je préférais, c'était ceux où Christina parlait. Donc, j'aurais en fait pris un livre en entier avec le point de vue de Christina, mais j'ai trouvé que c'était intéressant cette idée-là d'alterner les narrateurs parce que, comme je l'ai mentionné, ça permettait en fait de voir les différents regards que des individus d'une même famille peuvent poser l'un sur l'autre. Donc, ce qui n'aurait pas été possible, en fait, si ça n'avait pas été de cette alternance des narrateurs-là. Donc, au niveau de la narratologie, ça, j'ai trouvé ça très bien. Au niveau de la forme, c'est un livre qui se lit assez bien. Au niveau du fond, c'est un livre qui a définitivement ses longueurs. Je pense que c'est un livre qui aurait pu très bien être contenu en 150-200 pages. Là, on a étiré plus vers le 280-300. Mais ça n'empêche pas en fait que c'est un bon livre. C'est juste que j'ai trouvé que le début était excellent, la fin était excellente, le milieu était un peu long. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Ce qu'on voit, c'est des retours dans le passé qui nous permettent tranquillement, pas vite, de reconstruire le passé familial de cette famille-là. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y avait certaines longueurs. Est-ce que c'était nécessaire de les garder? Je sais pas. Comme je dis, moi, j'aurais coupé un peu le livre. Mais définitivement, ces longueurs-là permettaient en fait d'approfondir certains sujets, certains thèmes. Donc sûrement que certains lecteurs vous diraient que c'est un livre qui a la longueur parfaite. Personnellement, je stand by ce que j'ai dit. Je pense que c'est un livre qui aurait très bien pu être contenu dans 200 pages. Mais outre ça, honnêtement, c'est un excellent livre. Amour, Prozac et autres curiosités. Je vous le conseille. C'est assez bon honnêtement. Puis ça va vous permettre en fait de voir vraiment la transition entre deux millénaires. Puis je pense que ça nous paraît pas si loin que ça, 1999. Mais quand on remet les choses en perspective, 1999, c'est vraiment fucking loin. Donc ça nous permet en fait de venir faire ça. Fuck Robert Lalonde, la reconstruction du paradis. Pour vrai, je ne m'attarderai pas plus que ça sur ce livre-là. Et je vous conseille de faire de même. Si jamais vous avez un 20$ de trop, donnez-le pas à Robert Lalonde et à une quelconque librairie. Envoyez-moi-le par PayPal.
Je vous laisserai mon adresse. Agatha Christophe, le troisième mensonge, comme je l'ai dit, c'est une lecture très ludique. Ça nous permet de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la fiction, qu'est-ce qu'on peut faire avec un univers qu'on a nous-mêmes construit. Ça ferait du sens que ce soit ma suggestion de la semaine, parce que j'avais suggéré le Grand Cahier, j'avais suggéré La Preuve. Par contre, pour moi, le troisième mensonge, autant plaisant que ça l'a été, je trouve que ça vient mal boucler la boucle. Je sais pas si c'est une question d'attente, encore une fois. Je pense en fait que c'est vraiment juste que j'aurais aimé ça avoir quelque chose de plus clair. La Preuve venait remettre les choses en question. Je m'attendais à ce qu'on vienne boucler la boucle, à avoir des réponses. Puis je pense qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions. Définitivement, la fin est très intéressante. Ça vient finir dans le style d'Agatha Christophe. Mais j'arrive pas honnêtement à apprécier ce livre-là autant que je voudrais l'apprécier. Donc pour cette raison-là, ce n'est pas ma suggestion de la semaine. Donc de justesse, j'ai une suggestion cette semaine. C'est Amour, Prozac et Curiosité. À prendre avec un grain de sel quand même comme suggestion parce que comme je vous dis, je trouve que c'est un livre qui est un peu long. Mais définitivement des trois livres, ça a été la lecture qui m'a été le plus agréable. Donc pour cette raison-là, je vous le suggère. J'ai vraiment hâte de vous parler la semaine prochaine. J'ai commencé le premier livre des trois et c'est un excellent livre. Jusqu'à date, honnêtement, probablement un des meilleurs livres que j'ai lus dans ce défi littéraire-là. Donc on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe. Merci à ceux qui sont encore là, sincèrement. Même si on n'est pas nombreux, je suis vraiment content de ce qu'on est en train de construire. Puis honnêtement, je pense vraiment que c'est juste le début. J'ai plusieurs projets en tête. J'ai déjà des confirmations de certains individus qui seraient intéressés à venir au podcast dont je vous ai parlé. J'ai des concours qui vont s'en venir également. Je veux vraiment mettre la littérature sur la map. Puis j'ai l'impression en fait que c'est le début de quelque chose de grand. Je suis vraiment content de vivre ça avec vous. Donc tout simplement merci. Merci beaucoup. Puis that's what up. On se voit la semaine prochaine. Un petit bec parce que merci. Je vous aime. Peace out.